Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va parler de planification d'équipe, notamment face à une situation actuelle où on entend régulièrement parler de pénurie de ressources. Et pour en discuter ce matin, je reçois notamment Thierry Bobineau de Oroquartz. Bonjour Thierry. Bonjour Christophe, bonjour à tout le monde. Et normalement, je dois être rejoint par Lambert Redjani, qui est notre spécialiste, qui était avec nous il y a quelques minutes, mais qui va pas tarder à revenir, qui est peut-être revenu d'ailleurs. Non, pas encore. Très bien, mais ça ne nous empêche pas de commencer et Lambert va nous rejoindre en cours de route. Merci Christophe pour cette introduction. Voilà, cette situation de pénurie de ressources, nous en tant qu'acteurs de la GTA en France, elle nous est très souvent exposée par nos clients qui nous disent que c'est aujourd'hui très compliqué pour eux. Euh, pour autant, on a essayé quand même de mettre quelques chiffres en face. Et si on regarde ce que dit la DARES, hein, dont les études font référence, et ce qui est une institution publique, donc qui n'a pas d'intérêt dans cette situation, la DARES nous dit au troisième trimestre 2021, il y avait 286 000 emplois vacants en France. Alors, la définition de la DARES, un emploi vacant, c'est un emploi pour lequel il y a eu une offre et l'entreprise recherche activement des candidats. Voilà la définition. Alors, c'est pas 1 million comme une candidate à l'élection présidentielle l'a dit par erreur. 1 million, c'est le nombre d'offres d'emploi qui sont publiées à un instant donné en France sur différents médias. Voilà. Donc, c'est pas la même chose que le nombre d'emplois vacants. Alors, le chiffre de 286 000 emplois peut être impressionnant, mais la population active française, toujours selon les DARES, c'est 29 millions de personnes. Donc, si on fait un calcul, ça veut dire en fait qu'il manque 1% de salariés par rapport à la population active totale française. Alors, je vais juste laisser accueillir Lambert et puis on va reprendre. Bonjour Lambert, je te laisse te Bonjour. présenter rapidement. Oui, bonjour. Lambert Rejani, moi je suis chez Euroquartz, directeur produit sur la partie planification. Ça marche. Voilà. Donc effectivement, Thierry, quand on regarde ces chiffres, 1% finalement, bon, on se dit c'est finalement pas grand-chose par rapport au tapage médiatique qu'on subit actuellement sur la question. Oui, il y a un très gros. Alors, comme souvent, il y a un vrai problème à la base. Donc, c'est vrai qu'il y a une pénurie. 1%, c'est une pénurie. On va voir que c'est peut-être un peu plus que 1%. Et ensuite, il y a toute l'amplification médiatique autour de ça, avec des phénomènes qui sont aujourd'hui très médiatisés, comme le Big Quit ou la Great Resignation aux États-Unis. Mm. Voilà, avec des phénomènes qui sont certainement très médiatisés et très exagérés, mais néanmoins, il y a quand même un problème. Voilà. Mais statistiquement, en France aujourd'hui, ça veut dire qu'une entreprise de 100 personnes, il lui manque un salarié. Mais c'est une moyenne, et il faut toujours se méfier des moyennes. Parce que le problème, il est réel. Et ça, les exemples qui nous sont cités par nos clients, ce pas des exemples inventés, c'est des réalités. Donc tout d'abord, toute étude a des angles morts en général, et celle-ci en a certainement quelques-uns. Notamment, c'est que il y a des qualifications qui sont très critiques aujourd'hui. Trouver un soudeur, c'est pratiquement impossible dans l'industrie. Un développeur Java dans l'informatique, c'est compliqué. Un technicien de maintenance électronique pour réparer de l'électroménager, c'est très compliqué à trouver. Voilà, donc on trouvera dans vos secteurs beaucoup de cas de qualifications qui sont critiques. C'est pas forcément général dans une entreprise. Ça peut être ciblé sur quelques qualifications et ça peut faire très mal. D'autre part, un phénomène que ne prend peut-être pas en compte l'étude de la DARES, c'est l'abandon de recherche de candidats. Je suis à peu près sûr que dans vos réseaux personnels, vous connaissez des chefs d'entreprise qui ont renoncé à chercher des candidats. Moi, j'en connais. Parce qu'ils disent je préfère perdre du chiffre d'affaires que passer 50% de mon temps à rechercher des candidats. De toute façon, je n'en trouve pas. Donc le chiffre de 286 000, il faudrait lui ajouter certainement le chiffre de toutes ces entreprises qui ont abandonné la recherche de candidats. Ensuite, il y a un autre phénomène qu'on a du mal à mesurer, c'est l'acceptabilité, c'est-à-dire que dans ces postes qui sont sans candidats, se posent des problèmes aujourd'hui d'acceptabilité, c'est-à-dire des conditions de travail que les gens ne sont plus forcément en situation d'accepter, de productivité, hein, pour dire aussi les choses très clairement. Donc ça s'ajoute à ce phénomène de rareté de postes.
Et on voit également que tous les secteurs chez nos clients ne sont pas touchés de la même façon. Quand on gère la planification chez nos clients, et Lambert est bien placé pour en parler, on voit qu'on a des situations très disparates avec des clients qui n'ont pas de vrais problèmes, ça fonctionne plutôt bien, ils arrivent à recruter, et des clients qui sont aujourd'hui dans de réelles difficultés. Et voilà, la restauration, on a des grandes chaînes de restauration dans nos clients, c'est une réalité. On ne peut pas nier qu'il n'existe pas une pénurie. Donc voilà, une situation très contrastée. À l'échelle du pays, la pénurie de ressources n'est pas aussi évidente que ça, mais dans certains secteurs, pour certaines qualifications et certaines tailles d'entreprise, oui, il y a des vraies pénuries. Ça, on ne peut pas le contester. Et donc, nos clients, qui sont en partie donc, les planificateurs, les gens qui font les plannings de travail chez nos clients, aujourd'hui, ils ont des difficultés à gérer cette situation parce que les bassins de l'emploi sont épuisés. Ils ont essayé plein de solutions et ils n'ont pas trouvé réellement. Et donc, ils doivent quand même faire des plannings parce qu'il faut produire, malgré tout. Et ce qu'on va évoquer aujourd'hui avec Lambert, c'est qu'est-ce qu'on peut donner, nous, comme éditeurs de solutions de planification, comme bonne pratique de ce qu'on en a constaté chez nos clients, pour aider à gérer ce problème. Et encore une fois, il n'y aura pas de solution miracle. Donc Lambert, qui est chez nous, donc directeur produit planification, qui est au contact tous les jours de nos clients, qui anime des sessions de travail avec notre club utilisateur, qui réunit des clients dans des tas de métiers différents, a fait une petite synthèse. On a mis dedans juste 7 points. On aurait pu en mettre 20 sans problème, mais ça faisait beaucoup en une demi-heure. Donc on en a mis 7. Alors Thierry, avant de passer la main, je voulais juste revenir sur le parallèle qui est fait là, qu'on voit souvent. Il y a même eu des émissions là ce week-end sur la grande démission là aux États-Unis, avec des journalistes qui essayent de paralléliser ça avec la France. Faut quand même se rendre compte qu'aux États-Unis, on n'est pas du tout dans le même climat social, hein. Il n'y a pas de droit du travail comme on l'a en France. Il y a pas une syndicalisation. Alors même si effectivement en France les syndicats se sont, on va dire, dilués dans le temps, hein. La France est beaucoup moins syndicalisée qu'il y a 20 ans, mais malgré tout, il y a des instances syndicales. Euh, les salariés en France ont une qualité de travail qui est très, très, très largement supérieure aux salariés américains qui n'a quasiment aucune protection, que ce soit une protection sociale ou une protection syndicale. Donc, faire un parallèle entre les deux n'a pas de sens en fait. Absolument. On compare des choses qui ne sont pas comparables. Et comme l'a dit Thierry sur la pénurie de main-d'œuvre actuelle, on en discutait dans la préparation. Effectivement, dans l'industrie, on a une pénurie de main-d'œuvre, mais qui est liée aussi, à mon sens, à la politique française de désindustrialisation. Donc, on n'a pas poussé non plus des cursus des jeunes à aller dans ce sens. Donc aujourd'hui, on se retrouve face à une pénurie et je suis pas certain que ce soit lié à la crise. C'est à mon sens plutôt lié à une politique menée par la France. La restauration, là, effectivement, c'est certainement dû à l'effet Covid et un peu un ras-le-bol de l'ensemble du secteur. Effectivement, les salariés n'ont plus envie de bosser les jours fériés, n'ont plus envie de bosser les week-ends. Ils ont goûté pendant 1 an et demi à de l'activité partielle où ils ont pu avoir une qualité de vie qu'ils n'ont pas d'habitude. Et effectivement, revenir aujourd'hui au travail avec un salaire qui est proche de celui perçu pendant l'activité partielle, plus le fait de rebosser le week-end et les jours fériés, je pense que c'est compliqué. Donc peut-être que là, à ce niveau-là, il y aura des évolutions. Il y a d'ailleurs eu là récemment des évolutions salariales pour ce secteur. Donc il y a 2 phénomènes là-dedans. Il y a effectivement un phénomène politique et un phénomène Covid. Et chaque secteur a sa propre crise, mais pas forcément en fonction des mêmes causes. Tout à fait. Les causes, elles sont multiples. Les économistes ne sont pas tous d'accord entre eux. Et nous, on ne veut pas porter de jugement là-dessus, mais ce que tu dis est tout à fait vrai.
Et en particulier, l'impact de la crise du Covid se ressent aujourd'hui, et c'est ce que j'évoquais dans l'acceptabilité, c'est une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que d'une part, on manque de personnel dans certains secteurs, et ce personnel, du fait en partie de la crise Covid, n'est plus prêt à accepter les mêmes contraintes qu'il acceptait par ailleurs. Donc ça, c'est une réalité, on ne sait pas encore la mesurer statistiquement, mais c'est un des retours que l'on a de certains de nos clients. Donc Lambert va évoquer tout ça donc, dans 7 points. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou à faire part de vos remarques, on essaiera de les traiter au fur et à mesure. On te passe la parole, Lambert. Il suffit de cliquer dans les vignettes pour faire défiler. Hein. Alors, je tente. Hop, le miracle. Thierry, je compte sur toi pour lire les questions parce que du coup. Oui, je les lirai au fur et à mesure. Voilà. Merci. Donc là, moi, j'ai un écran qui tourne en fait, qui mouline. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? J'affiche pas le planning là. Écoute, ça fonctionne bien. Là, tu es sur le premier point, anticiper les pics. Ah d'accord, ça y est. Donc en fait, bon, l'idée, le travail préparatoire que l'on a fait, c'est bien sûr de ne pas avoir des solutions miracles. On est plus sur ce qu'on a pu constater comme bonne recette ou ce qui a été mis en place par nos clients. Donc le premier niveau sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est l'histoire de l'anticipation. C'est en particulier pour les activités variables en fonction des personnes, de périodes saisonnières ou de saisonnalité. Ce qu'on a pu constater, c'est que dans certains cas, il n'y a pas d'anticipation en fait des pics. Donc les charges et les pics sont souvent identifiés à court terme, sur la semaine qui vient ou sur les 15 jours d'après, mais guère plus, donc ils sont globalement subis et compliqué donc de planifier à moyen terme dans ces secteurs-là où finalement on a un peu un brouillard sur ce qui va se passer au niveau opérationnel dans les prochaines semaines. Alors on a aussi le cas d'entreprises qui doivent s'adapter en temps réel quasiment, donc qui ont encore plus cette difficulté-là. Donc ce qu'on a pu mesurer, c'est que on a quand même dans la majorité des activités la possibilité de planifier sur plusieurs mois, voire sur l'année, d'avoir, je dirais, les grosses masses avec de la prévision de chiffre d'affaires, de vente, de colis à transporter. Donc on peut arriver à avoir cette vision, on va dire annuelle, qui va nous permettre d'anticiper, en particulier très concrètement sur des demandes d'absence ou sur des formations. Donc, clairement, l'idée c'est que lorsqu'on va avoir des périodes de pic, des semaines chargées, on va éviter d'accepter les congés. Et à l'inverse, quand on aura des semaines à plus faible activité, c'est là où on va du coup favoriser peut-être les montées en compétences. Et pouvoir piloter ça avec une maille annuelle, c'est quelque chose qui a été mis en place et qui fonctionne plutôt bien. Donc l'idée c'est de pouvoir, je dirais, anticiper, voire dans certains cas, on a vu par exemple dans des milieux industriels, ils vont pouvoir anticiper sur la création de stocks semi-finis. Donc ils vont concevoir des produits à 80% et ils vont pouvoir du coup augmenter ces stocks-là. Alors ça va un peu à l'inverse des flux tendus, mais ça permet dans les périodes de faible flux, je dirais, de conserver l'activité et de finaliser certains produits. Dans des commandes, on connaîtra la couleur au dernier moment. Ça n'empêche pas de préparer 80%, 90% du produit. Il y a une question de Mathieu Lambert qui demande comment l'outil permet de voir les pics d'activité. Est-ce qu'il y a un lien automatisé entre la production et le planning? Alors oui, lien automatisé. Alors typiquement, ça va être le fait de pouvoir intégrer des données de prévision. Donc par exemple, le système va intégrer le chiffre d'affaires prévisionnel, le nombre de clients prévisionnels, le nombre de la production prévisionnelle. Et de ça, à l'intérieur de la solution, on va en déduire le nombre de personnes nécessaires. Donc s'il y a un calcul qui se fait, alors nous on ne dispose pas des données entre guillemets métiers, c'est le chiffre d'affaires, mais on va pouvoir soit importer des prévisions, soit les calculer au sein de la solution. Et du coup, mécaniquement, on a des moteurs qui vont, on va dire, réajuster, par exemple, les contrats d'annualisation en fonction du type de semaine. Est-ce que c'est une semaine où à forte charge, donc du coup, je vais avoir tendance à augmenter le quota d'heures à réaliser, la cible hebdomadaire, le quota d'heures à réaliser dans la semaine, ou à la baisser si, au contraire, j'ai besoin de moins de personnes. Alors, j'ai une question.
autant ça, c'est valable pour des secteurs comme, je dirais classiquement, hôtellerie, restauration, où effectivement on sait que typiquement juillet-août, on va avoir un pic, ou aux Ouais. vacances de Noël, etc. Mhm. Si je prends ma propre activité depuis 2 ans, mes pics ont mouvé. C'est-à-dire qu'en fonction des confinements, déconfinements, j'ai eu des déports de chiffre d'affaires, d'activité, etc. D'accord. Pour en venir à ma question, quelle est la souplesse de l'outil? Est-ce que quand on dit anticiper, ça veut dire faire un plan à 6 mois, à 12 mois? Est-ce que ça peut être régulé à 1 mois, à 2 mois? C'est quoi la souplesse de l'outil par rapport à ça? Alors, je dirais, il y a 2 niveaux, hein. Il y a la souplesse de l'outil. Habituellement, on est sur une prévision annuelle et qu'on va recalculer à peu près, on peut la recalculer par trimestre, de façon à se réajuster. Après, il y a la réalité des choses qui fait que si on rebouge toutes les cibles, tous les mois, par exemple, ce qui est possible, hein, techniquement, ça va commencer à bouleverser un peu les emplois du temps. Donc il faut trouver le juste équilibre entre, à quel moment je recalcule finalement mes cibles, qui est souvent, 1 à 2 fois par an, mais guère plus. Parce que sinon, après, ça bouleverse trop les emplois du temps des gens. Et donc, il faut trouver cette logique-là. Je dirais, habituellement, on fait des prévisions annuelles qu'on rebelote une fois dans l'année à mi-parcours, pour voir si on est toujours aligné. Je sais pas si je réponds à votre question. Oui, alors, Ouais. ok, je propose qu'on avance, Lambert, Ouais, parce ouais, qu'on ouais. a, on a sept Ah, sujets ça à marche. traiter. Alors, Et je je regarde. clique désespérément sur la slide. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire avancer cette slide, s'il vous plaît? Alors, Voilà. s'appuyer sur la gestion des Ouais, temps. ouais, le deuxième niveau, c'est s'appuyer sur la gestion des temps. En fait, très souvent, la gestion des temps dans l'outil de gestion des temps, on a des informations qui peuvent être utiles aux planificateurs. Mais ces informations ne sont pas forcément disponibles. Parce que on va constater que des planificateurs, ils vont utiliser Excel sans avoir cette capacité finalement à récupérer de la donnée. Alors qu'il y a des données intéressantes. Des données, par exemple, sur le suivi de l'annualisation, les fameux 1607 heures, avec la possibilité de les dépasser selon des quotas en particulier. Le fait d'avoir des équités, on va par exemple souvent sursolliciter le week-end ou les jours fériés, les gens qui sont sympas, quoi, qui disent oui, oui, ok, je viendrai, et du coup, ils font plus d'heures sup, et certains, les plus réticents et à qui on n'ose pas demander, ben, eux vont même pas faire leur quota d'heures qu'il faudra quand même leur payer. Donc on a dans la gestion des temps des indicateurs en fait qui peuvent servir à piloter la planification. Et donc c'est intéressant d'avoir ces deux informations en fait en simultané, et la planification et des indicateurs de gestion des temps. On arrive comme ça souvent une mauvaise utilisation en fait des accords d'annualisation. Les heures sup, c'est pas forcément tabou, quoi. C'est juste, il faut bien les encadrer, il faut bien les piloter. Et un planificateur qui n'a pas d'outil de GT qui lui envoie des informations en temps réel, ben, n'a pas cette souplesse-là. Il ne va pas pouvoir utiliser ces leviers. Donc, si je Alors, passe à la suite. Oui, pardon. mutualiser les plannings, Ouais. troisième point. Alors, le troisième niveau, c'est souvent un planificateur, il travaille dans son coin. Alors, je caricature un petit peu, mais il va travailler avec un outil local, départemental, Excel le plus souvent, et il va fabriquer son planning avec ses troupes, etc. Et il va anticiper, parce qu'il n'est pas idiot non plus, donc il va dire bah, la semaine prochaine, j'ai un risque de pic, donc je vais gréer un peu plus mon équipe. Le problème, c'est que son collègue d'à côté fait exactement le même raisonnement. Donc on va se retrouver, si on n'a pas une vision un peu plus avec un peu plus de hauteur, on va se retrouver avec des gens qui vont générer du sureffectif au même moment, et souvent sur des compétences compatibles. Et donc du coup, on génère trop de sureffectif, quoi. Clairement, par précaution, hein. Donc il faut imaginer pouvoir monter d'un cran et donc avoir une vision un peu plus haute sur le niveau de l'entreprise. Nous, on a des clients qui ont, par exemple, mis en place des outils de mutualisation sur des clients industriels où j'ai plusieurs lignes de production. Ils vont regarder ça d'un peu plus haut et voir si chaque ligne n'est pas sécurisée en prévoyant son cariste qui sera utilisé qu'à 50% du temps. Donc on va pouvoir avoir ces logiques de mutualisation, par exemple. On a un exemple récent à citer là-dessus, d'un client qui nous disait il y a quelques semaines, industriel, 700 personnes sur son site de production.
en permanence 30% d'intérimaires, donc en permanence 210 personnes, et ils ont calculé que 30% de ces effectifs intérimaires, ce qui représente quand même 70 personnes, sont juste liés, juste justifiés par le fait qu'il n'y a pas de mutualisation des plannings. C'est-à-dire qu'il y a des sureffectifs par endroit qui ne sont pas bien utilisés, et donc du coup, il y a du recours à l'intérim. Et la raison de ça, c'est qu'en fait, il me disait, les planificateurs jugent que c'est plus simple d'appeler la société d'intérim pour trouver des ressources plutôt que d'aller négocier avec leurs collègues à côté. Et donc, ils ont un volant de 70 intérimaires, donc il n'y a pas de vraie justification. Donc ça, cette mutualisation, c'est un effet de levier qui est très important. Alors oui, mais comme tu viens de dire, c'est difficile d'aller demander à un collègue, mais c'est difficile parce que j'imagine que ces entreprises ont des délais de prévenance, que c'est compliqué à gérer, que pour poser un jour de plus, une heure de plus, il faut prévenir le salarié entre 48 heures et 7 jours à l'avance. Donc il y a peut-être aussi tout simplement un manque de flexibilité à ce niveau-là. Oui, il y a des rigidités. On sait que la France, c'est le pays des rigidités. Donc, c'est vrai que ça ne facilite pas la souplesse, ça ne facilite pas la mutualisation. Ça, on en est bien conscient. On n'a pas les leviers là-dessus. Mais malgré tout, on voit que remonter les plannings d'un niveau à l'échelle de l'entreprise ou d'un département, ça permet vraiment de limiter cet aspect de pénurie de ressources. Alors là, on peut faire nos doléances. Les élections, c'est dans 2 mois. On pourrait demander un allègement des contraintes au niveau des entreprises. Mais c'est souvent des choses beaucoup plus pragmatiques. Moi, je suis pilote d'une ligne de production. Je sais que je vais avoir un coup de bourre la semaine prochaine. Je prends mon cariste. Enfin, je prends mon gars qui va avec ses dépalés, qui va arranger les cartons. Et mon collègue d'à côté, il va faire la même chose, quoi. Et donc, dans le paquet, parce que souvent, quand on remonte d'un cran, on a fait des analyses là-dessus. Quand on regarde au niveau de l'entreprise, on a le bon nombre de personnes habituellement. Ils n'ont pas attendu pour faire de l'optimisation. Donc, on a le bon nombre de personnes et c'est seulement quand on descend de niveau, on se rend compte que les gens ne sont pas forcément au bon endroit au bon moment. Et du coup, quand on reprend de la hauteur, on peut faire cette optimisation. Et c'est pas plutôt que d'aller chercher de l'intérim tout le temps. Voilà. Ouais. C'est moins un problème on va dire de réglementation. C'est plus une pratique humaine de se sécuriser, quoi. Et puis on sait utiliser du coup les biais après du système. Donc on aura des caristes, si je reprends mon exemple, ou des caissiers, ou des gens de nettoyage, ou voilà, qui seront occupés à 50% de leur temps parce qu'il n'y a pas eu cette mutualisation de ressources. Et quand on met en place ces outils-là, le premier qui nous adore, c'est le contrôleur de gestion, clairement, parce que lui, il va se retrouver avec des fortes descentes des fortes économies. Et juste après, on a le patron de l'entité qui, du coup, optimise son système. Alors ensuite, tu t'en viens à optimiser la polyvalence. Alors là, il y a vraiment... alors, il y a un premier niveau qui est de dire polyvalence, c'est pas l'omnivalence. C'est-à-dire que polyvalence, c'est je suis quelqu'un qui sait faire plusieurs choses et bien. Alors, l'omnivalence, c'est je fais tout. Et c'est le rêve en fait du chef de service, c'est d'avoir des gens qui sont capables de tout faire. Le problème, c'est bon à tout, bon à rien. On ne voit pas le dessin. Donc, si on descend un peu d'un cran, c'est qu'il y a 3 stratégies en fait. C'est soit je vais dire, je vais mettre le plus compétent au poste. C'est-à-dire que je veux que ça tourne, je veux pas d'emmerdement. Je vais prendre les gens les plus compétents et je les mets au poste. Avantage, ça tourne. Inconvénient, c'est que du coup, s'il n'est pas là, je vais avoir un problème de compétence. Dans l'aéronautique, ils ont mis tellement haut les niveaux de compétences, c'est que après, ça va être difficile de remplacer les gens puisque ça va à l'inverse de la polyvalence. L'autre côté, c'est faire tourner les gens. Donc, j'accepte d'être un peu moins performant ou d'avoir des gens un peu moins compétents, mais au moins, je maintiens ma compétence, voire je l'augmente. Et le troisième, c'est je forme mes managers pour boucher les trous. Donc, on a des exemples dans la grande distribution. Il manque des caissiers, c'est le manager du rayon qui va se coller à la caisse pendant le temps. Alors, souvent, ce qu'on peut y voir, c'est que en période basse, on va faire tourner les gens. Ceux qui ont bien réussi à optimiser, c'est-à-dire qu'ils se disent on est en période basse, on n'a pas trop de flux, on va pouvoir faire monter les gens en compétences, on va supporter les gens un peu moins compétents. Par contre, quand je vais être en période haute, où là j'ai de la forte activité, là je vais prioriser les gens les plus compétents parce qu'il faut que ça dépote. Et du coup, on va là aussi, je reviens à cette sorte d'anticipation. Plus je vais anticiper, mieux je vais pouvoir affecter les gens
période de faible flux, je vais faire tourner, et période de fort flux, je vais prioriser sur la. Il y a un travail là-dessus. Après, c'est prioriser les postes clés. Alors, ça va un peu avec, si on peut avancer d'une slide. Je vais. S'il me manque du monde, qu'est-ce que je dépriorise? Qu'est-ce que je ferai pas s'il me manque du monde? Donc, c'est classer comme ça les activités ou les postes dans une logique de priorisation. Et typiquement, si je prends des assistances téléphoniques, en période de charge, je vais prioriser les cas à problème, les gens qui sont plantés, ou pour les faire sortir de leur problématique. Et je vais un peu laisser de côté l'accompagnement ou les demandes de conseils un peu périphériques. Donc, je vais un peu dégrader ma qualité, entre guillemets, sur les problèmes moins critiques. Ou dans les mutuelles, période de pic, j'ai un bateau qui passe juste à côté, c'est la corne du bateau. En période de pic dans les mutuelles, je vais prioriser plutôt la gestion des incidents, par exemple, des accidents, que le conseil. Voilà. Je vais comme ça organiser. Je vais sacrifier en priorité certains postes. La prochaine fois, tu tourneras ton caméra qu'on puisse profiter du. On voit le bateau. Il y avait la Loire, la Loire à côté de moi. Mais tant pis. Donc c'est ça l'idée, c'est que on l'a tous vécu. Enfin, on le voit il y a des problématiques sur les EHPAD en ce moment. On a des fois, on a eu des témoignages dans des secteurs un peu identiques où on dit bon, plutôt que de nettoyer tous les jours, on va nettoyer tous les 2 jours, quoi. Ça se voit pas trop. Alors pas 3 jours parce que là ça se voit, mais tous les 2 jours ça passe. Donc on va dégrader un peu. Ou dans les supermarchés, on va enlever les rollers. On aura moins de rollers, les gens qui se baladent en patin à roulettes, parce que alors c'est moins pratique, mais c'est pas des postes, c'est des postes qu'on peut accepter de dégrader. En industrie, nous on voit apparaître des tâches de qualité qui sont un peu rognées. Et donc il y a ce raisonnement quand même à faire sur qu'est-ce que j'accepte de dégrader. Le 6e, c'est le schedule in flex, avec l'accent américain. Donc ça veut dire en fait c'est la prise de précaution. C'est quelque chose qui a été décrit en disant je vais prendre une précaution. Un hypermarché, quand vous allez le matin, il y a 2 caisses ouvertes. Il n'y a pas besoin de 2 caisses, il y en a besoin que d'une, mais au cas où la caissière ait un souci, elle a un problème de circulation, de retard, etc. Pour compenser ces petits problèmes, on va se sécuriser et on va rajouter un peu plus de monde. Et donc ça, c'est une stratégie qui est humaine. C'est je veux éviter les soucis, je me sécurise, j'augmente un peu, je fais un peu de sureffectif. Là, il y a une réflexion à mener qui est secteur par secteur, c'est descendre en fait ce niveau de précaution. Parce qu'il y en a, ils existent, et comment on travaille ce schedule and flex, ça fait partie, je pense, des raisonnements qui. Alors, faut vraiment bien le raisonner, parce que là, dans l'exemple que tu prends, si je suis un petit franc-prix de quartier, avec 2 caissières ou caissiers, et que finalement je me dis un suffit, et qui n'est pas là, tu n'ouvres pas le magasin en fait. C'est pour ça qu'il faut travailler en amont sur les solutions de polyvalence et de backup pour dire si le caissier n'est pas là, il faut que le responsable du magasin puisse le suppléer. Alors, c'est vrai également dans l'industrie, on l'a vu dans l'automobile où des clients nous montraient qu'ils avaient réduit les marges de précaution en acceptant que le chef d'équipe, l'agent de maîtrise, puisse suppléer une absence parce que cette absence, elle est tellement rare que ça ne justifie pas de prendre des précautions. Alors, le problème de toutes ces petites précautions, c'est que prises au niveau de chaque équipe de 10 personnes, ça ne fait pas des gros volumes. Au niveau d'une entreprise de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers, ça joue sur beaucoup de postes. Et quand on est en pénurie de ressources, il y a une marge de manœuvre là. Alors, c'est vrai que c'est moins confortable, mais c'est une solution. Alors, c'est un peu l'exemple du secteur bancaire. Hein. C'est ce qu'ils ont fait ces dernières années. Avant, quand on allait dans une agence bancaire, on avait 1 ou 2 personnes à l'accueil, des conseillers. Aujourd'hui, moi, dans ma banque, par exemple, il n'y a plus de poste fixe à l'accueil. Hein. C'est les conseillers qui tournent. C'est ça. Mais bon, on a aussi une grande perte de qualité de service. Hein. Voilà, c'est pas une situation idéale, mais on peut l'avoir sur des périodes. Par exemple, je prends l'exemple d'un centre d'appel ou d'un centre de contact ou d'un accueil. On va par exemple favoriser le fait d'avoir du monde correct
le matin et moins l'après-midi, par Ouais. exemple, parce qu'on va dépiler le matin, quoi. On va éviter d'avoir des gens qui reviennent ou qui rappellent, etc. l'après-midi. Donc on va gérer des périodes en fait. Et le dernier point, c'est on est sur accepter de dégrader le service. Alors c'est pas quelque chose qui est très entendable souvent, c'est plutôt tabou comme sujet. Mais il touche quand même beaucoup d'activités. Si vous remettez votre costume de consommateur lambda, moi je suis allé acheter un four à ma mère il y a quelques temps chez Boulanger, et Boulanger ou autre, hein, mais c'est pour donner l'exemple, la personne m'a dit, oui, j'ai dit, mais s'il y a un problème, vous intervenez sous combien de temps? Oh, bah, 48 heures, on vous envoie quelqu'un, d'accord? Enfin, c'est pas 48 heures, c'est plutôt la semaine, d'accord? Mais dans vos textes, là, c'est 48 heures. Mais bon, des fois, on n'a pas les pièces, tout ça, et on se rend compte que, en fait, le 48 heures est devenu facilement 2 à 3 semaines, parce qu'ils n'ont pas assez de monde, en fait, Ouais. honnêtement. Et donc, du coup, ils ont accepté à différents niveaux de sacrifier finalement une qualité de service. Il y a même des modèles mathématiques pour ça. On a des lois statistiques qui s'appellent les lois Erlang, qui permettent de jouer avec ces éléments-là. Par exemple, de dire, je suis un centre d'appel, moi, ma règle, c'est le client ne doit pas attendre plus de 5 sonneries téléphoniques. Donc, le système Erlang va dire, ok, avec tous ces paramétrages-là, les durées des files d'attente, tout ça, il vous faut tant de personnes. Et si je dégrade et je dis, bon, j'accepte 6 sonneries au lieu de 5, on va avoir des capacités à gagner du monde. Et c'est non négligeable, en particulier sur les pics. Mais il faut accepter de dégrader. Donc, on l'a en hypermarché, c'est 80% de l'attente aux caisses, c'est 5 minutes max. Si on met 5 minutes 30 le matin, de 11 à 12, parce qu'on sait que c'est les anciens qui viennent là, on va accepter cette dégradation qu'on fera pas le samedi parce qu'il y a les gros caddies qui passent. Donc c'est dans des temps donnés, on va descendre ce niveau de qualité. En logistique, on va calculer des taux de pénalité en disant si j'apporte pas si j'ai des retards de livraison, j'ai des pénalités, mais peut-être que finalement la pénalité elle va être moins chère que de rajouter un livreur. Ouais, et puis dans le contexte actuel, le consommateur lambda est prêt à accepter cette dégradation. Ouais, tout à fait. Mais ça se calcule, je veux dire, c'est vrai que c'est tabou. Ça se prépare. Ouais. Alors Lambert, il y a plusieurs questions, Lambert, qui tournent Ouais. autour de la situation actuelle, et notamment sur le fait que le Covid a encore compliqué cette situation, parce que on a des pénuries, et en plus on a de l'absentéisme. Ouais. Donc alors nous on peut pas empêcher l'absentéisme, mais qu'est-ce qu'on peut répondre? Il y a 3-4 remarques qui portent là-dessus, que la situation actuelle, elle a encore compliqué ça, et qu'il va y avoir des variations futures encore qui vont être très difficiles à gérer. Ouais, c'est clair. Alors, je mettrais un bémol, c'est-à-dire que le truc, c'est que comme il faut prendre en compte l'humain. Ce que vous disiez tout à l'heure avec la grande démission là, aux États-Unis, c'est-à-dire que les gens ont découvert qu'ils pouvaient soit faire un autre métier, soit favoriser leur vie personnelle. Et donc, du coup, les faire travailler le samedi, étendre les horaires, enfin, ce qui se faisait assez facilement dans une époque précédente, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, mieux anticiper tout ça, ça permet aussi d'éviter que les gens restent chez eux ou tombent malades, quoi. Donc, ça ramène de la qualité de travail, quoi. Donc, je pense qu'il faut intégrer cette donnée-là, quoi. Oui, il y a également des remarques sur le fait que des clients disent qu'en B2B, c'est compliqué de dégrader le service, parce qu'effectivement, il y a des pénalités, il y a un risque de dégradation de la relation avec le client. Ouais. Mais voilà, encore une fois, ce qu'on a dit, c'est pas un objectif, dégrader le service, c'est un constat, parce que c'est une réalité dans de très nombreux secteurs. Et ce qu'il faut retenir, Lambert, de ce que tu as dit, je pense, c'est que nous, on a des solutions qui aident à mesurer l'impact de ça, en fait. C'est ça. C'est pas mesuré. C'est pas satisfaisant, je veux dire, mais il faut le maîtriser. C'est ça. C'est ça. Calculer là où ça fait le moins mal, finalement, pour tout le monde, pour le client et pour l'entreprise. Tout à fait. Ok.
Donc du coup, si on passe à la slide d'après, qui va être la dernière pour moi, c'est en fait, nous on a des solutions. Il y a des solutions chez Euroquartz. On a en particulier celle que vous voyez avec les flèches bleues, c'est que Euroquartz c'est un outil de gestion des temps sur lequel on va greffer en fait, plugger des modules de planification particuliers. Et nous on a 3 modules de planification. On a ce qu'on appelle la gestion des plannings qui est un modèle simple. Je fabrique mon planning plutôt que de le faire dans Excel, je le fais au sein de la suite d'indentation. Et donc, je peux récupérer des données de gestion des temps en temps réel. Et je peux du coup affecter des gens et avoir en visibilité les heures réalisées. Enfin, on va mélanger ces informations-là de façon à être le plus proche possible de la réalité des collaborateurs. On va intégrer aussi des compteurs d'équité, j'en ai assez peu parlé, mais c'est de dire, plutôt que de solliciter toujours les mêmes personnes le dimanche, on va mettre en place 2-3 compteurs qui vont me remonter, qui vont informer le planificateur. Le deuxième module, c'est planification optimisée, on appelle ça Optimum chez nous, c'est un moteur en fait qui va, au vu des personnes disponibles, de leurs horaires prévus et de la charge, du coup proposer un planning automatiquement et gérer ses équités automatiquement. La virgule, c'est qu'un planning optimisé, c'est toujours optimisé à 80%. Il y a toujours 20% à faire des choses faire à la main. Donc, mais déjà, 80% du boulot fait et des équités respectées, c'est des vrais gains de temps. Et le troisième, c'est planification moyen-long terme. C'est un outil complémentaire qui s'appelle Anticipation chez nous et qui permet de gérer ce que je disais au début, le plan de congé avec une vision annuelle. C'est un tableau de bord qui va s'appuyer sur des données métiers et donner un prévisionnel de nombre de personnes nécessaires et derrière qui va pouvoir faire le pilotage de l'annualisation et permettre tout bêtement d'accepter ou de refuser des congés en fonction de la change. Donc ça, c'est nos 3 modules spécifiques. Voilà. Et précisons peut-être, Lambert, que ce troisième module, c'est justement celui qui est dédié à la gestion prévisionnelle de la saisonnalité et des pics pour limiter l'impact justement des vagues qu'on découvre trop tard en fait. Ouais. Alors, il y a Isabella qui parle d'un sujet qu'on n'a pas spécialement abordé, mais elle dit on peut aussi penser aux prêts de salariés comme solution de flexibilité. Oui, oui, tout à fait. Enfin, prêt de salariés interne Alors, interne, voire externe, puisque mobilité, oui, mobilité. Pendant la crise, le gouvernement a poussé le prêt de salariés entre entreprises. Oui, d'accord, la mutualisation. Après, je pense que le prêt de salariés, c'est une solution, mais dans la pratique, c'est pas toujours simple non plus. Même ne serait-ce que si on est sur 2 sites distants de 20 km, faut que le salarié accepte, faut peut-être lui faire un avenant pour sécuriser un éventuel accident de trajet. C'est pas si fluide que ça. C'est sûr. Mais on peut ça revient à l'idée de mutualiser des plannings. En fait, nous on a ce cas-là souvent dans les magasins, quand on a à moins d'avoir prévu contractuellement dans les contrats de travail dès le départ. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors j'aime bien le terme, le cerveau humain ne suffit plus. Oui, parce qu'on imagine mal en fait un responsable de planning avec son fichier Excel en train d'essayer de gérer les plannings, les congés, l'annualisation, les pics, etc. Ça devient complexe, ça devient trop complexe. Ça devient extrêmement anxiogène et pas très sécure pour l'entreprise. Mais c'est pour ça qu'il y a le scheduling flex, c'est qu'ils prennent des précautions pour éviter, parce que c'est compliqué à gérer autrement. Donc on se met de la précaution. Je voulais juste terminer pour attirer l'attention sur tous ces éléments. Il y a pour moi, il y a 3 grands leviers en fait au travers des 7 là. Le premier, c'est anticiper. Vous l'avez compris, c'est anticiper, c'est prévoir, disait intelligent. Et c'est bien ça. Plus on va avoir de visibilité, mieux on pourra réagir. Le deuxième, c'est la priorisation des postes. C'est vrai qu'avoir un raisonnement en disant qu'est-ce que je peux dégrader ponctuellement pour passer plutôt que d'aller faire appel à de l'intérim, c'est un vrai sujet qu'on peut en fait dans la planification optimisée, c'est typiquement une des premières clés. On va dire, mais quels sont les postes prioritaires quoi, et comment on va gérer ça sur les ressources rares. Voilà. Et le troisième niveau, c'est la partie mutualisation des plannings. C'est vrai que reprendre de la hauteur
et de se dire, on parle de traite personnelle, là, de se traiter des gens, on peut le faire à partir du moment où on a les tâches supérieures et on voit qu'à un endroit on est en sureffectif, l'autre on est en sous-effectif, donc on peut se transférer des personnes. Et là aussi, on a beaucoup développé ça. On avait une vraie vision GT, donc gestion des temps. Je transmets quelqu'un pour demain pour qu'il aille donner un coup de main à côté, mais du coup, je transfère tous les droits GT, la validation des pointages, etc. Et en planification, on va avoir des choses un peu plus souples, dire je te le prête 2 heures. Donc, j'en garde la responsabilité managériale, mais je te l'envoie à côté. L'exemple type, c'est je suis dans un hypermarché, je vais envoyer le gars aux légumes, il va donner le coup de main pour faire la mise en place du rayon d'à côté. Je ne peux le faire que si j'ai une vision un peu plus haute. Voilà. Mais écoutez, on est arrivé au terme de ce webinaire. Vous l'avez compris, on n'a pas de solution miracle pour résoudre le problème de pénurie de ressources qui se pose dans quand même pas mal de secteurs. Par contre, on a des solutions et on a une approche méthodologique qui aide à mieux le gérer, même si l'expérience montre que ça ne le résout pas complètement, mais en tout cas, ça facilite la gestion de cette situation. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site, il y a d'autres webinaires qui sont prévus prochainement. Merci à Lambert, merci à Christophe pour l'animation et on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Au revoir. Merci Lambert. Merci. Vous retrouverez ce webinaire en replay sur MyRH Line demain matin. Merci. Bonne journée. D'accord. Au revoir.